Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e journée du Salon de l'Agriculture. Nous nous retrouvons pour notre émission quotidienne en direct des régions. Alors aujourd'hui, c'est la région Est qui est à l'honneur et nous allons parler de vignes et de vin, mais surtout nous allons parler d'enherbement entre les rangs de vignes. On va voir comment cette technique permet de se passer de produits chimiques. Et pour cela, je suis avec les femmes à l'honneur, Marie Riant de SEMAE. Anthony Chaudron, vous êtes prestataire en Champagne, spécialisé dans le travail du sol et vous allez nous expliquer comment ça se passe. Bonjour. Hervé Schwendendemann, vous êtes viticulteur en Alsace, vous êtes aussi vice-président des vignerons coopérateurs de France. Alors, je vous propose, pour voir un petit peu le principe, qu'on regarde une vidéo qui explique exactement comment ça se passe. On regarde tout de suite. La pression du public pour une agriculture plus durable pousse les exploitants viticoles à adopter de bonnes pratiques. Question d'image et de conviction. Ici en Champagne, l'innovation passe par une sortie de la monoculture et le travail du sol en semant des compagnons de la vigne dans les interrangs. C'est l'approche de Yaël et Jonathan Sassy qui ont repris le domaine familial, soucieux d'améliorer leurs vignes, mais aussi de préserver leur patrimoine. Alors nous, on a utilisé les engrais végétaux sur le domaine pour différentes problématiques sur différentes parcelles, avec donc différents mélanges à chaque fois adaptés aux problématiques rencontrées. Donc par exemple, on a une parcelle où il y avait de l'érosion. Donc là, on a utilisé un certain mélange qui empêche ça. Ensuite, on a des parcelles où on voulait capter plus d'azote. On a utilisé d'autres mélanges pour ça. Il y a aussi des propriétés qui sont reconnues pour décompacter les sols. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi très important pour nous sur certaines parcelles. Anthony Chaudron est prestataire viticole au domaine. C'est lui qui a la charge de trouver les bons dosages de semences en fonction des caractéristiques de chaque parcelle. Je prépare les semences, le mélange pour aller semer aux vignes, donc les engrais verts, qui sont composés de légumineuses, des graminées et crucifères. Avec le couvert végétal qu'on va semer, on va apporter donc l'azote par une légumineuse ou du soufre par une plante crucifère et un petit peu de graminées pour du carbone. Les motivations qu'on a aujourd'hui pour travailler de cette manière, ça s'inscrit comme tout ce qu'on fait aujourd'hui avec mon frère, c'est-à-dire pour respecter la nature, respecter le vivant, la biodiversité. De plus en plus de vignerons ont envie d'avoir des réponses qui sont autres que la chimie et d'avoir des alternatives vertes. Aujourd'hui, 20% des exploitants sont engagés dans cette démarche d'avenir. Alors on a vu un petit peu, et on vous a vu, Anthony, dans cette vidéo, nous expliquer comment on arrive à se passer des produits chimiques. 20% des vignerons qui font ça actuellement. Vous les aidez, les vignerons, à établir cette technique. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le type d'herbe que vous mettez et pourquoi c'est efficace? Pourquoi ça ne fait pas de concurrence en fait avec la vigne? Donc en type d'herbe, on met des graminées, des crucifères et des légumineuses. Ce mélange varie selon les sols et les parcelles de vigne pour apporter de l'azote pour que la plante puisse pousser, s'émerveiller facilement. Et alors, normalement, on mettait plutôt des produits chimiques pour tout enlever, on labourait la terre, c'est ça? Alors nous, on est en bio et en biodynamie, donc on ne met pas de chimie. Donc l'idée, c'est de passer la charrue, sauf qu'on sait que la charrue a de l'érosion. On perd nos sols au fil des années et du coup on laisse le couvert végétal, mais le couvert naturel malheureusement ce sont que des graminées style régras. C'est pour ça qu'on vient semer des légumineuses et des crucifères pour apporter de l'azote. Est-ce que c'est plus difficile à faire, plus long, ou au contraire on se passe de labour, de choses comme ça? Ah non, il n'y a rien de difficile, il faut le faire avec du bon sens et non, il n'y a rien de difficile. Et alors vous faites ça, vous, chez tous les vignerons chez qui vous travaillez? Alors, chez tous, non. Alors, chez tous, on ne fait pas de chimie, on est en travail du sol.
Mais il y a une partie des vignerons qui souhaitent ne pas mettre d'engrais bouchons, de l'amendement organique. Donc du coup, on le remplace par ces engrais verts. On appelle ça des engrais verts, légumineuses, crucifères et graminées. Et est-ce qu'au niveau de la qualité du vin et du rendement, est-ce que ça a un impact? Bien sûr, la qualité du vin, quand on sait que le raisin capte 95% de ses arômes par le sol, si on a un sol mort ou pas dans un très bon état, on aura un raisin qui sera quand même médiocre. Donc forcément, oui, ça a un impact sur la qualité et sur la quantité. Malheureusement, on perd un petit peu à côté de la chimie, si on le compare, bien sûr. Et ça, vous savez évaluer à peu près? Donc ça veut dire qu'à terme, on pourrait imaginer de revenir un petit peu sur un rendement équivalent? Je pense qu'on a trouvé à l'heure actuelle le rendement naturel maximum. Après, la chimie, oui, c'est des rendements extraordinaires, on va dire. Donc vous n'allez pas pouvoir concurrencer, non. Mais par contre, vous concurrencez en termes d'arôme et de qualité, évidemment. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Et de respect aussi de l'environnement, forcément pour les sols. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Marie Riant, vous dites que c'est un sujet, pour Semae, c'est un sujet important parce que c'est un enjeu d'avenir finalement, de se passer de tout ça et de faire ça très naturellement. Alors tout à fait. Il faut savoir que la région Grand Est est le deuxième producteur de céréales, premier producteur de céréales, mais surtout deuxième producteur de semences fourragères. On a la chance d'avoir des obtenteurs qui créent des nouvelles variétés, mais également la production. Donc l'idée, c'est aussi de faire découvrir au grand public ces utilisations qui sont en fait méconnues des semences de fourragères, de graminées et également de légumineuses. Et pourquoi 20%? C'est parce que je revenais sur les chiffres qui a été donné là dans la vidéo. 20%, c'est parce qu'il faut convaincre les autres vignerons, ou alors, et on va le voir peut-être avec Hervé, c'est pas forcément possible partout? Si, c'est possible partout, sauf que voir des légumineuses qui font 1 mètre de haut, ça peut faire peur certaines personnes, et dès que la nature reprend un peu le dessus, généralement l'homme a peur, malheureusement. C'est étonnant ça quand même. Ça irait plutôt dans le bon sens, mais on en a encore peur. Ouais, donc c'est une histoire de culture et d'image, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Hervé, vous m'avez dit, votre père faisait ça, et donc vous avez repris naturellement cette technique pour vos vignes en Alsace. Racontez-nous alors. Donc c'est quelque chose que vous faites naturellement depuis toujours? Oui, effectivement. Donc mon père a développé la vigne à partir des années 70. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur, donc le sud du vignoble, un peu plus arrosé que la moyenne du vignoble alsacien. Et donc il enherbait les vignes depuis toujours quasiment. Alors pour plusieurs raisons. C'était d'une part éviter de la dépense d'énergie, des passages de charrue pour pas grand chose finalement. Ensuite la vigne, avec les niveaux d'eau qu'on avait, de quantité d'eau qu'on avait à l'époque, c'était principalement du régras, donc ça permettait d'avoir un couvert et de pouvoir rentrer les parcelles à n'importe quel moment. Après une grosse pluie, il n'y avait pas de souci au niveau de portance du sol. Avec les années, en fait, on s'est rendu compte que de toute façon, un enherbement 100% régras, ça devenait trop concurrentiel pour la vigne. Quand vous dites concurrentiel, c'est que ça consommait de l'eau. Ça consommait de l'eau. Et du coup, la vigne en avait moins. Et la vigne en avait moins. De l'azote aussi, forcément, parce que comme il y a moins d'eau, c'était capté avant que la vigne puisse le capter. Et donc cet enherbement, depuis maintenant plusieurs années, presque une dizaine d'années, donc on le retourne en fait, on le travaille et on implante justement des semences diverses et variées, donc comme mon collègue champenois, dans la même lignée. Alors pour plusieurs raisons, il y a une raison apport d'azote, il y a une raison couvert aussi, c'est à partir du moment où vous l'avez roulé. Quand il arrive à maturité, après floraison, vous le roulez, ça fait un paillage en fait, qui vous garde l'humidité dans le sol, mais qui n'est plus concurrentiel pour la vigne. Et ensuite, il y a tout ce qui est tout le rôle des plantes, notamment du radis, ce genre de plantes, qui aèrent le sol en fait, par des racines traçantes et qui descendent très profondément dans le sol. Et donc, il y a plusieurs fonctions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur mon exploitation, j'alterne un rang sur deux. Un rang sur deux, en fait. J'alterne, donc une année, je sème ce rang, l'année d'après, l'autre rang. Pour aérer et pour que le sol... Et le rang que je sème pas l'année X, en fait, je laisse pousser ce qui vient, donc l'enherbement naturel. Et alors, ça veut dire que vous faites évoluer ce que vous semez, vous l'avez dit, en fonction de ce qui se passe, en fonction de la météo, en fonction de la sécheresse, c'est ça? C'est souvent en fonction aussi de la date de semis, parce que généralement, on essaie de semer après les vendanges, parce qu'on passe pendant les vendanges avec les tracteurs pour sortir le raisin. Donc suivant la date des vendanges, par exemple la facélie, on ne peut pas la semer trop tard.
Donc on élimine l'une ou l'autre plante, mais on essaie toujours d'avoir un mélange de 5-6 plantes, avec des céréales aussi, pour donc l'avoine et du seigle, alors en faible quantité, mais ce qui permet d'avoir des racines justement qui limitent l'érosion. Vous m'avez dit au niveau azote, vous n'êtes pas encore complètement convaincu. Alors au niveau apport d'azote, c'est vrai que ces dernières années... Il va falloir discuter avec le prestataire Non, mais au niveau de l'apport d'azote, c'est vrai que c'est... même pour l'azote que j'amène sous forme organique depuis un certain nombre d'années, avec les millésimes qu'on a, les sécheresses. Alors l'Alsace, c'est vrai qu'on a... On dit toujours c'est là en haut un truc, mais c'est vrai que c'est une région très sèche. Et c'est vrai que, par exemple 2022, l'engrais organique que j'ai mis au mois de février... il a été efficace après les vendanges sur l'herbe, justement. D'accord. Donc voilà, donc c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau, tout simplement, pour que ça se dissolve. Et alors, même question que pour Anthony, côté qualité et côté rendement, comment ça se passe? Parce qu'on a vu, Anthony nous disait, côté rendement, forcément, on est moins efficace, moins rapide que de la chimie. Côté qualité, en revanche, vous y gagnez. Comment ça se passe pour vous? En fait, au niveau rendement, à partir du moment où c'est maîtrisé, où il faut savoir aussi certaines années, peut-être le détruire justement avant qu'il arrive à maturité, si c'est un printemps très sec, par exemple, c'est ce qu'on vit en ce moment. Oui. En ce moment, on a eu très peu d'eau jusqu'à présent. Il faut savoir réagir, il ne faut juste pas que la vigne souffre. Je dirais peut souffrir par rapport aux événements climatiques, par le manque d'eau global, à un moment donné, ça on n'y peut rien. Par contre, si elle souffre à cause de la concurrence de l'herbe, il faut savoir à un moment donné la détruire. Alors je dis bien la détruire, c'est pas chimiquement, c'est passer un outil, soit une charrue à disque. J'évite les outils à dents justement pour éviter de faire des sillons pour l'eau. Donc voilà, il faut savoir à un moment donné. Donc, au niveau de la qualité des vins, il n'y a pas d'impact à partir du moment où c'est maîtrisé. D'accord. Petite réponse sur l'azote? Sur l'azote, oui, je pense que la plante peut arriver à pallier ce que l'engrais bouchon... il s'est dégradé l'année en 2022, je crois, après les vendanges. Il y aurait eu des légumineuses sur le champ dégradées. Peut-être que l'azote aurait été bénéfique pour la vigne avant les vendanges. Ouais. Et on peut imaginer que cette pratique puisse s'étendre donc au-delà des 20%, puisque vous dites, Anthony, c'est possible. Il faut s'acculturer à ces nouvelles méthodes qui paraissent pourtant des méthodes traditionnelles. C'est possible qu'on aille au-delà de 20%? C'est possible, c'est les mentalités surtout. Ça va être les gens, les nouvelles générations quand même avancent dans le bon sens. Après, il y a toujours les parents encore qui sont quand même peureux de ça, justement, de voir beaucoup d'herbes dans un champ de vigne, quoi. Ça fait peur. Non. Et vous, vos voisins, tout le monde, est-ce que les gens s'y mettent? Les vignerons? L'Alsace a été depuis longtemps un vignoble très vert. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'en Champagne. On est planté, déjà les ceps sont plus hauts, les rangs sont plus larges. Donc il n'y a pas de souci à un moment donné de présence de végétaux par rapport au gel de printemps. Ces sujets-là sont écartés chez nous. Et donc aujourd'hui, le vignoble alsacien, globalement, il y a toujours eu de l'enherbement, au moins un rang sur deux. Et maintenant, chacun s'adapte parce que les terroirs sont très variés, divers et variés en Alsace. Donc chacun s'adapte en fonction de ces soucis hydriques principalement. Par exemple, prenez le secteur de Colmar. Mettre des couverts tous les rangs, c'est compliqué. Alors l'autre rang, il est souvent travaillé de façon légère ou même parfois même pas travaillé parce qu'il y a rien qui pousse entre guillemets par manque d'eau. Donc voilà, il faut. Je pense que le passage à l'enherbement s'est fait depuis longtemps chez nous. Maintenant, c'est sur le type d'enherbement en fait que doit se faire le travail demain. Donc on va se faire à ces paysages avec des vignes et de l'herbe entre les rangs de vignes. Bien, oui, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Je vous propose qu'on passe à notre artisan du jour. Bonjour. Bonjour. Stéphane Gonzalez. Oui. Vous êtes notre artisan du jour et vous allez nous présenter le champagne Grémillet. Alors juste une question, parce que je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu ce qui s'est passé. On parlait de l'enherbement entre les vignes, c'est-à-dire de plus utiliser des produits chimiques ou bien du labourage, mais plutôt utiliser les herbes pour entre les vignes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? C'est quelque chose que vous voyez de plus en plus être utilisé par les vignerons? Bien sûr, en fait, mettez bien votre micro. Maintenant, tout le monde nous sensibilise à justement à plus utiliser de désherbants.
On a le droit, nous, dans les vignes, si on n'en utilise encore que désherber une partie du rang et pas sous le rang. Et on en vient au labour. Et notamment hier, tiens, je parlais parce que j'étais avec des éleveurs hier soir. Le labour, c'est bien, c'est mécanique, mais comme on est au salon de l'agriculture, on fait plein de belles rencontres. Et je vois beaucoup des Ardennais, des Comtois avec des chevaux qui nous proposent maintenant de faire de la prestation et de venir labourer les vignes avec le cheval. Oui, on entend de plus en plus parler de ces pratiques-là. Ah ouais. Oui. Donc, c'est des pratiques qui s'étendent. Alors, votre champagne, parlez-nous-en un petit peu. Eh ben, notre champagne, en fait, nous, on est situé dans la côte des Bars, à Balneau-sur-Laigne, à côté du terroir de l'Hérissé. On est une exploitation familiale, on exploite 53 hectares, on fait 500 000 bouteilles. D'accord. 250 000 à l'export dans 80 pays et 250 000 en France. Et ça se passe bien. Très bien. Donc c'est un produit qui se vend toujours, champagne, on en veut toujours autant. Oui, et depuis le Covid, maintenant, il y a vraiment un engouement, même à l'export, pour le champagne. Là, on va dire, avant le Covid, le champagne perdait des parts de marché à cause des Prosecco. Et maintenant, la champagne se porte très bien. Et comment vous expliquez ça? Pourquoi le Covid? Parce qu'on a redécouvert des produits de qualité. Je me pose souvent la question. On a bu un petit peu plus pendant les confinements. Avec tous les viticulteurs avec qui j'en parle, on pense que les gens ont envie de profiter, de se faire plus plaisir. On pense parce que franchement, on est dans une spirale. Il n'y a pas d'autre explication. Ouais, ça marche très très bien. Ouais. Et vous avez d'autres produits que vous développez ou des typologies de champagne particulières, des gammes? Nous, en fait, on travaille essentiellement avec du pinot noir et du chardonnay, donc raisin noir, raisin blanc. Après, vous avez un assemblage, là, vous avez un monocépage, c'est un 100% chardonnay. Oui, on élabore après des cuvées un petit peu vieillies en fût de chêne. On a des millésimés. Donc des gammes différentes, oui, en fait. Oui, on a un peu de tout, ouais, on part de... Donc votre champagne est connu à l'export dans différents pays. Oui, exactement, ouais. Bon, on lui souhaite une longue vie et beaucoup de succès encore comme ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose qu'on passe à notre séquence « Faites pousser vos idées ». Et pour cela, je suis avec Lucie Richard, bonjour. Bonjour. Qui a déjà tous ses produits installés. Alors des produits, des bijoux, des bijoux magnifiques avec plein de couleurs, mais qui sont fabriqués avec une matière très particulière. Et je vous laisse le dire. Alors, ce sont des bijoux réalisés avec de la marqueterie, avec de la paille en fait. Donc je suis une marqueteuse de paille. Voilà. Et alors comment ça vous est venu de fabriquer des bijoux en paille et puis surtout le résultat est assez magnifique. Merci beaucoup. Alors moi je suis ébéniste de formation et du coup j'ai découvert la marqueterie de paille sur le mobilier et j'ai décidé de me spécialiser dans la marqueterie puis la marqueterie de paille où j'ai réussi à faire un stage chez Lison de Caunes qui est le grand nom de la marqueterie de paille. Donc il a relancé cette idée d'utiliser la paille pour des bijoux et pour des matières... Exactement, principalement pour le mobilier, l'habillage mural. En fait, c'est une technique ancienne qui date du XVIIe siècle. Et à l'époque, c'était quelque chose qui était fait par des bagnards, par des nonnes. C'était vraiment l'art pauvre. Et en fait, petit à petit, c'est devenu quelque chose, une matière assez luxueuse. Précieuse, qu'on retrouve avec le style art déco. D'accord. En fait. Et alors, comment vous la travaillez? Comment vous faites pour les couleurs, pour tout ça? Comment vous travaillez ça, cette matière? Alors, c'est une paille qui vient de France, principalement de Bourgogne. Et donc, c'est l'agriculteur qui fait tout, en fait. Il fait pousser sa paille, il la récolte, il la teinte. Donc oui, parce qu'on voit qu'il y a des teintes très différentes. Vous avez emmené des échantillons qui montrent les différents types de couleurs qu'on peut avoir, quoi. C'est ça. Et en fait, moi, je reçois la paille comme ça. Donc, c'est des brins de paille de seigle teintés. Et après, à l'aide d'un outil qui s'appelle un plioir, je viens fendre la paille et l'écraser pour obtenir un ruban végétal. D'accord. Qui peut ressembler au ruban. Voilà, il peut ressembler au ruban des papiers cadeaux au niveau de la brillance et de la souplesse. Et donc, une fois que j'ai récupéré ce brin de paille teinté, écrasé et souple, je viens le découper, l'ajuster sur des supports en bois. Là, on voit que le travail est magnifique. Parce que ça reflète énormément la lumière. Exactement, en fonction de comment le brin est orienté, en fait, on va capter la lumière de manière différente.
Et alors, ça marche? Vous vendez bien? Les gens sont intéressés? Enfin, j'imagine, en plus, avec cette matière-là particulière. Ça va, ça se passe bien. Ça a été un peu compliqué avec la période Covid, un peu comme tout le monde. Parce que vous avez une boutique ou vous vendez en ligne? Comment ça se passe? Alors, je vends en ligne principalement, et sinon, c'est les salons, surtout en fin d'année. Et voilà, et donc je travaille sur du bijou, mais je fais également mobilier. Du mobilier? Du tableau. Quel type de mobilier vous faites, par exemple? Tout type de mobilier. Tout type de mobilier, ouais. D'accord. Bon, bah, c'est super. Même chose, hein, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Encore, maintenant qu'on est sorti du Covid, on va pouvoir mettre tous ces bijoux-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Je remercie à nouveau nos invités, Anthony, Marie, Hervé et Stéphane. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau En Direct des Régions. Mais d'ici là, vous avez une programmation entière. Vous avez un Semence Mag qui vous attend avec Pascal Berthelot. Et puis beaucoup d'autres choses. Je vous souhaite un bon salon et de bonnes émissions.